Merci d'avoir choisi les IA génératives au service du jeu de rôle. Je vais commencer par me présenter un peu et on va parler donc d'IA générative. Je pourrais faire un talk très technique, c'est pas le but. Donc on va plutôt être totalement dans le contraire. Je vais vous raconter une petite histoire. Et comment est-ce que moi j'utilise les IA génératives quand je fais mes parties de jeu de rôle, ou comment est-ce que j'aimerais les utiliser s'il y avait des outils qui existaient. Petite fiche de personnage pour commencer. Bon, je me représenterai un petit peu plus tard. Il faut savoir du coup que je fais du jeu de rôle depuis assez longtemps. J'expliquerai comment ça a commencé encore. Mais donc j'ai une première question pour vous. Qui a déjà fait du jeu de rôle ici? Question corollaire. Qui a déjà masterisé? Ou qui voudrait? Moi, j'ai commencé il y a longtemps. J'ai ouvert une petite boîte de Pandore, à savoir que mon père avait acheté une petite boîte de kit d'initiation de Donjons et Dragons à l'époque, édition 3.5, qu'il avait laissé traîner en haut d'une bibliothèque. Et un jour, avec mon frère, on s'est dit, allez, ça traîne depuis je ne sais pas combien d'années, on va l'ouvrir. Et à partir de là, la déchéance ne s'est jamais arrêtée. Donc j'ai fait pas mal de jeux de rôle là-dessus, quelques-uns de ceux sur lesquels j'ai pu masteriser ou jouer. Voilà, donc Donjons et Dragons, celui avec lequel j'ai commencé. Donjons et Dragons, j'ai fait plusieurs campagnes sur à peu près 13 ans. Donc j'ai masterisé 13 ans dessus, donc une grosse campagne qui a duré quasiment 8 ans avec des amis. Après avec les mêmes amis, on a enchaîné plusieurs campagnes parce qu'au bout d'un moment on se lasse, on est trop fort, enfin ils sont trop forts, moi je peux plus rien remettre en face. Donc je les remets niveau 1, comme ça règle le problème. Autre gros GDR sur lequel j'en ai fait pas mal aussi, c'est l'Appel de Cthulhu, dont je prendrai quelques exemples aujourd'hui. Du Star Wars, du Vampire, du Anima, One Ring, du Namba parce que c'est d'actualité, un petit peu d'Alien, qui sont des GDR un petit peu plus récents, mais très intéressants aussi. Donc à la fois en tant que MJ, mais aussi en tant que joueur. Et donc forcément, quand on est MJ ou qu'on est joueur aussi, on aime bien avoir pas mal d'outils pour nous simplifier la vie. Et c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Comme je dis, je pourrais vous parler des définitions, qu'est-ce que c'est l'IA générative, qu'est-ce que c'est un LLM, ça va être barbant, pour moi aussi, donc je ne vais pas le faire. Comme c'est une journée un peu spéciale, on va faire un truc un petit peu plus amusant, un petit peu plus ludique. Et je vais vous montrer un peu des exemples. Et on va commencer avec un petit peu d'histoire. Donc je vous l'ai dit, j'ai déjà spoilé, j'ai commencé avec une boîte d'initiation de D&D 3.5, et le premier livre de jeu de rôle que j'ai eu, c'est celui-ci. Alors le mien est plus en aussi bon état, mais le guide du maître de Donjons et Dragons, édition 3.5. Comment ça se passe quand on veut faire une campagne de jeu de rôle? Vous me confirmerez ceux qu'en font. On potasse les bouquins, en général surtout le MJ. Certains joueurs aussi, parce qu'ils veulent optimiser leur personnage pour qu'il soit le plus fort du groupe. Et bon, on commande les pizzas, on se retourne autour de la table, soit une soirée, soit 3-4 jours, et c'est parti. Et on se retrouve et on met tous nos petits cerveaux ensemble, et on va écrire une histoire. Et c'est une histoire qui n'est pas encore écrite, c'est une histoire qui est en devenir. C'est ça que je trouve ça magnifique dans le jeu de rôle, c'est un peu comme une théâtre d'improvisation, c'est on va vraiment jongler les uns avec les autres et écrire une histoire. Et personne ne s'attend à ce que les autres vont faire. Alors évidemment, le MJ il a son scénario, il peut plus ou moins forcer la main, mais l'intérêt, comparé à un jeu vidéo, et j'en reparlerai, c'est justement de pouvoir partir où on veut, d'avoir aucune limite. Ça, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes. Problème numéro 1, il faut avoir des amis. Premier gros problème. Mais même si on en a, il faut qu'ils soient dispo pour faire le jeu de rôle. Et s'ils sont dispo, ils ne sont pas dispo tout le temps. Donc des fois, ils ne sont pas là. Et quand ils ne sont pas là, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. On peut pas dire « ah, je me fais une partie tout seul ». Ça ne marche pas très bien. Donc pour ça, il y a eu des solutions qui sont apparues. Première solution qui n'est pas la première, je vous mens un petit peu. C'est le livre dont vous êtes le héros, qui est apparu donc en 82 pour la première édition. Ça, c'est une réédition du premier livre dont vous êtes le héros. Je pense que certains ici ont déjà dû y toucher, peut-être même à celui-là. Peut-être pas? Au moins un. D'autres livres dont vous êtes le héros, peut-être? Ouais, un peu plus quand même. Pour rappel, Donjons et Dragons, qui est le premier jeu de rôle qui est sorti papier, c'est en 74. Donc là, forcément, ce que je viens de vous dire, hein, pas d'amis où ils ne sont pas dispo, donc il faut faire autre chose. Plus abordable, livre dont vous êtes le héros.
C'est un peu une version solitaire, beaucoup plus restreinte. Là, on n'est pas sur un mode où on fait ce qu'on veut et le MJ y réagit et les autres joueurs y réagissent. C'est plus, on a une histoire écrite. Le livre nous décrit une scène. Il nous explique, vous arrivez dans une pièce, vous avez une porte, une fenêtre, un tiroir, une commode avec un tiroir, et il vous propose des options. Option 1, allez voir la porte et la traverser. Dans ce cas-là, on va à la page 14. Allez voir à travers la fenêtre, on va à la page 38. Ouvrir le tiroir, aller à la page 66. Si je décide d'aller à la page 66, j'ai la description de qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre le tiroir, et à nouveau des nouvelles options. Et ainsi de suite. Et on vit une histoire comme ça, c'est très linéaire, c'est des embranchements, on est restreint à ce qui est prévu, on ne peut pas s'en éloigner, mais ça reste très ludique, c'est abordable, et une sorte de petit jeu comme ça. Alors forcément, si ça s'est fait sur papier, à l'époque où les rôlistes, c'est en général un petit peu des geeks barbus, il y en a qui ont décidé de le faire sur des reliques tout aussi anciennes que le bouquin que je vous ai montré. Et ça ressemblait à peu près à ça. Donc ça, c'est le tout premier adventure game qui est apparu, qui s'appelait Colossal Cave Adventure, qui est sorti en 76, 77 pour les puristes qui diront que ce n'est pas la bonne version. Donc là, l'idée, c'est un peu ce que je viens de vous dire. On avait du texte qui nous présentait une situation, et on avait différentes options qu'on pouvait faire. Ça allait un petit peu plus loin, c'est qu'on pouvait utiliser des mots-clés pour faire certaines actions. Par exemple, si la scène nous décrivait qu'il y avait des objets, on pouvait dire de les récupérer, et on pouvait dire use tel item, par exemple. Use item on quelque chose, et soit c'était prévu par le scénario, auquel cas il se passait quelque chose et on avait une description, et soit c'était pas prévu et on avait une erreur. On est sur des choses qui, là aussi, sont très scriptées, pas moyen d'avoir des surprises, qui est quand même ce qui fait un petit peu la beauté du jeu de rôle, c'est les surprises qu'on a avec les gens. Entre à partir de là l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, alors peut-être que vous avez pu jouer avec des choses qui sont sorties à l'époque, Cleverbot. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de GPT. En tout cas, pas de chat GPT, on parlait déjà de GPT. Mais on était capable de faire des choses. Donc GPT-2 était sorti. GPT-2, c'est 2017. Et GPT-2, donc c'est le premier LLM. J'ai promis que je ne vous ferai pas trop de description de ce que c'était, donc je ne le ferai pas. Mais c'est un modèle qui est capable de prendre, je le fais quand même un peu, capable de prendre beaucoup de contexte et de générer du texte à partir de ce que vous lui avez donné en entrée. Donc on peut lui donner quelque chose qui ressemble à une petite description et lui dire de génère-moi un résumé ou génère-moi une suite d'histoires qui apparaît acceptable. Voici donc Dungeon AI. Vous avez peut-être entendu parler de Dungeon AI. Donc c'est sorti en 2019. Il y a eu 2 versions. On est un peu sur ce mode que je vous ai parlé juste avant, donc le Colossal Game Adventure, Colossal Cave Adventure. L'idée, c'est l'IA va nous présenter un texte, on va lui répondre, et on va jongler comme ça avec elle. Donc c'est plus proche du jeu de rôle, sauf qu'au lieu d'avoir un humain en face, c'est une IA. Alors évidemment, ça partait vite n'importe où et n'importe comment. Donc je vous propose de faire un petit test, puis on va essayer. Dungeon AI, donc c'est un peu le même principe que ChatGPT, à savoir que vous avez un nombre d'actions que vous pouvez faire gratuitement. Enfin, bon, là n'est pas la question. Et on peut prendre un petit exemple. Donc on peut prendre une petite histoire, par exemple. Ouais, est-ce qu'il y a un truc qui a l'air intéressant? Ouais. Ouais, voilà. Ça tombe bien, ça spoil la suite de ma présentation, c'est pas mal. Ça spoil la suite, ma série suivante, c'est parfait. Alors, donc ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on va charger une sorte d'histoire, de contexte d'histoire dans le modèle. Donc le modèle derrière Dungeon AI, c'est, alors à l'époque c'était GPT-2, donc le texte GPT-2, qui est l'ancêtre de GPT-3 et GPT-4 qui aujourd'hui sont derrière ChatGPT. Donc on a une sorte de prétexte, donc ça qui est plus ou moins proposé par la personne qui a créé le scénario, ou en tout cas le contexte du scénario, et l'IA, elle va commencer à nous générer quelque chose. Et à partir de là, on peut lui dire un peu ce qu'on veut. Alors, oui, ça me montre tout. Voilà, on peut dire, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Là, nous avons un garde qui nous regarde et qui nous juge. Très bien. On a un garde. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le payer pour passer.
Boule de feu? Bah oui, on a un sorcier, faut le fumer. Ah, moi je dis on le payait le garde parce qu'on est sympa, mais non, ok, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Je t'ai pas demandé la taille de la pièce, je t'ai dit boule de feu. Ah, mais faut que tu quick-spell aussi, hein, sinon on va se cramer. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Ok, très bien, on lui dit bonjour. Et avant qu'il puisse réagir, on balance notre magie noire. D'accord, ok, on lui balance une boule de feu. Ah bon, on a tout cramé, mais on ne sait pas s'il est mort. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et l'histoire dit qu'on réagit comme ça, et au fur et à mesure, on avance. Suite d'action, réaction, action, réaction. Alors, il y a certaines personnes qui s'étaient amusées un petit peu à tourner la chose dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que plutôt de faire en sorte que ce soit là, on est plus ou moins, c'est l'IA qui est le MJ, qui nous fait vivre le monde. Et certains avaient réussi à être dans l'autre sens. Du coup, c'est nous qui devions le MJ, et c'est l'IA qui proposait les petites actions et nous qui réagissions. C'est très rigolo aussi. Mais on était plus dans ce mode de on jongle avec l'IA. Je repasse là-dessus. Et donc ça vous a spoilé juste avant, rien qu'en voyant la page d'accueil de Dungeon AI. Il y a eu deux gros problèmes qui sont arrivés. Problème de cohérence, c'est que c'est quand même des modèles qui sont assez légers. Et donc très rapidement, ils se perdent et ils commencent à raconter n'importe quoi. Ils tournent en boucle. Et deuxième et gros problème, et qui a fait beaucoup de polémiques, c'est le problème d'éthique. C'est que vous avez une IA qui n'a pas d'éthique, globalement. Elle peut parler de tout et n'importe quoi, et donc des personnes se sont imaginées faire des scénarios qui sont complètement immoraux. Voilà. Soit pour troller, soit pour se défouler. Il en est que c'est pas tout à fait top quand même. Donc Dungeon AI, bon après ils ont mis évidemment des filtres autant que possible pour essayer de limiter, mais il reste que le modèle est capable de faire techniquement tout et n'importe quoi. C'est le même problème qu'on a aujourd'hui avec GPT. Il faut lui mettre des censeurs quelque part. J'ai envie de dire rien de surprenant, enfin, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec les IA génératives dans le temps, donc notamment le bot sur Twitter de Microsoft qui avait complètement tourné fasciste en une journée, globalement, voilà, il se nourrit de ce que les gens lui disent. Donc là, si l'IA vous lui donnez des scénarios qui sont complètement débiles, on lui donne des exemples complètement n'importe quoi, elle va vous répondre des choses n'importe quoi aussi. Donc là, au final, qu'est-ce qu'on a? On a une IA qui fait MJ. Au final, plus besoin de faire de MJ. Genre, on peut tous s'amuser tranquillement dans notre coin, on fait un mode multijoueur et c'est parti. Une IA pour nous remplacer tous. Peut-être. Je n'ai pas la réponse à la question, j'espère pas. Ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est plus comment est-ce que l'IA peut m'aider à masteriser. J'ai bon espoir de ne pas être remplacé tout de suite par un Terminator. Donc plutôt, comment est-ce que l'IA peut m'apporter des outils qui facilitent ma vie de MJ. Parce que j'ai un certain nombre de problèmes. Et aussi partir du principe que l'IA et le jeu, le divertissement, c'est quelque chose qui sont quand même une grande histoire d'amour depuis longtemps. Dans les jeux vidéo, il y a des IA partout, même si ce n'est pas forcément des LLM, ce n'est pas forcément des modèles compliqués, ce n'est pas forcément du réseau de neurones, mais il y a quand même des IA qui essayent de réfléchir ou qu'on a demandé de réfléchir d'une certaine manière. Et ça tombe bien, parce que j'ai une double casquette, je suis joueur MJ de jeux de rôle, mais je suis aussi dev. Et je joue aussi aux jeux vidéo, ça coule de source. Et on peut difficilement faire un jeu vidéo sans parler d'IA. Et je ne suis pas à mon premier coup d'essai sur la partie de l'IA dans le jeu vidéo non plus, puisque j'avais fait un sujet de recherche de fin d'études quand j'étais à l'école, où l'idée c'était comment est-ce qu'on crée un monde. Aujourd'hui, quand on crée un monde, on fait, j'en parlerai juste après, de la génération procédurale en général. C'est-à-dire qu'on va partir d'une base aléatoire, et avec un ensemble de règles et de contraintes, on va créer un univers. On va dire, ça, il faut que ce soit à côté de ça ou ça, donc on va petit à petit construire ça. Et en général, le problème, c'est que le monde, il est dans un état intéressant parce qu'on l'a créé comme ça, mais il n'a pas d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'historique. On peut aussi la générer procéduralement, mais elle va être par nature décorrélée de son état actuel. C'est juste qu'on a créé des règles et des contraintes. Et donc l'idée du projet, c'était de partir, de faire vivre un monde. Donc on initialise un monde avec des agents, avec des ressources par-ci par-là, différents objectifs pour les agents initiaux, et on les laisse se débrouiller. En fait, on accélère le temps très très rapidement sur une très longue période de temps. Et on les laisse se déplacer, récolter des ressources, faire la guerre pour aller voler les ressources des autres. Et donc en fait, on récupère dans ce qui se passe dans la simulation comme étant des événements. Et derrière, on pouvait du coup se dire, là il s'est passé un gros conflit. Ça se voit d'ailleurs parce que dans le monde, il reste techniquement des ruines à cet endroit-là qui sont apparues parce qu'ils ont construit des choses et qu'ils les ont détruites. Et donc on est capable de créer une histoire
de décrire l'histoire à partir de cette timeline qu'on aura créée. Et donc ça fait deux choses importantes, c'est que ça fait un univers qui est cohérent avec son histoire, et ça fait un univers qui a du vécu, et donc on peut arrêter la simulation quand on veut, on estime que ça devient important selon le type de jeu qu'on veut faire. Donc là on était sur des IA avec des réseaux de neurones pour le coup, pour les faire fonctionner, donc des agents qui avaient des actions, ils essaient de déterminer les meilleures actions qu'ils devaient faire, ce genre de choses. Mais tout a commencé quand même avec la génération procédurale, puisque dans le jeu de rôle, donc dans le livre relique que je vous ai montré en photo juste avant, en jeu de rôle, on a un truc qu'on adore, un truc qui est incroyable. Et on n'avait pas besoin de PC pour le faire. On avait ça, ça, ça et ça. Des tableaux partout, avec des dés qu'on pouvait lancer. Hein. Et puis entre 63 et 64, voilà, on avait ça. Là, on avait un super anneau qui vaut 20 000 pièces d'or. Voilà. Donc on avait un trésor, on lançait les dés, on savait ce qu'il y a dedans. On ouvrait une porte, on lançait les dés, on savait quelle était la porte suivante. Puis on savait ce qu'il y avait dedans. Puis on savait quel monstre il y avait dedans. Et puis quel piège il y avait dedans. La porte, elle était piégée aussi. Parce que, voilà. Bon, évidemment, quand vous êtes en partie, on ne fait pas ça, parce que c'est beaucoup trop long, même si c'est rigolo. Soit on préparait les donjons en avance, c'est-à-dire de notre côté, on lançait nos dés, bon, salle suivante, tac, 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 on construisait comme ça. Bon, très rapidement, on a fait des programmes qui le font à notre place, parce qu'on adore lancer des dés, mais quand il faut en lancer des centaines et des centaines, c'est bien long. Donc ça, c'est un petit outil qui existe, par exemple, un parmi des centaines, probablement milliers, où ça prend ces gros tableaux-là, ça lance les dés pour nous, et ça agence les salles au fur et à mesure, et ça crée un donjon comme ça, en fait, en un claquement de doigts. Ça, c'est vieux, hein. Ça, j'utilisais ça, on était en 2005. Pour les parties, quoi. Donc, c'est des outils qui sont apparus, des outils qui sont très récents, et aujourd'hui, avec l'IA, on est capable d'aller beaucoup plus loin que simplement de ça. Parce que comment est-ce qu'on construit ça? On est sur la génération procédurale, on prend les tableaux, on lance des nombres, on met la salle suivante, on la dimensionne de façon à que ça rentre, et voilà, sous contrainte, ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut faire un petit peu plus loin. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un produit qui existe qui s'appelle Dungeon Alchemist, où ça fait un peu la même chose que ça, mais en un petit peu plus joli quand même. Déjà en 3D, avec des choses un peu plus impressionnantes. Je fais un peu de placement de produit, là. Sur Steam, si vous voulez. Donc l'idée, c'est un peu le même principe, c'est qu'on peut créer des salles, et on va dire, bah, cette salle, j'ai envie que ce soit ça, et on va la populer directement à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est l'IA qui va tourner, donc c'est leur modèle à eux, évidemment, qui n'est pas open source, hein, sinon c'est trop facile. On va dire, bah, je veux une salle, je veux que ce soit une salle de manoir, par exemple, c'est une bibliothèque, bah, il va mettre des bibliothèques, des livres, des lampes, un peu comme ça. On peut créer des couloirs, et comme ça, on peut créer rapidement une carte. Donc là, on est plus en mode, et l'avantage, c'est qu'on peut après la sortir, vous avez vu au début, en sorte de battle map de vue de dessus. Et donc on peut dire, bah, bon, je veux une salle qui fait ça, hop, on a une salle, ça fait un plan, et on peut poser une petite figurine par-dessus, et hop, on est parti, on est prêt à jouer. Donc c'est de faire des choses qui sont assez sympas. Sinon, bah, avant, on faisait comment? On prenait un papier et un crayon, et puis on dessinait sur une feuille. Hein. Ça entraînait le dessin technique. Mais ça prenait beaucoup de temps, alors que là, en 2-3 clics, on a une salle qui est suffisante. C'est toujours le même problème. On a vraiment deux écoles, et j'en reparlerai un peu sur la génération d'images aussi. C'est que c'est facile d'avoir quelque chose qui est joli, c'est difficile d'avoir exactement ce qu'on veut. Ça reprend du temps, il faut retravailler et replacer les choses. Ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal pour mes parties, du coup, tout ce qui est un peu fantasy, principalement. Deuxième chose que j'utilise beaucoup, et ça fait, on va dire, un peu plus d'1 an que ça existe maintenant, vous avez certainement déjà joué avec, que ce soit DALL-E ou Midjourney, Stability AI, avec Stable Diffusion, c'est des modèles qui sont capables de générer des images. Donc là, on est sur des modèles qui sont plus récents aussi. La génération d'images, ça fait un certain nombre d'années que ça existe quand même. Avant, on faisait ça avec des algorithmes qui s'appellent des GAN, donc des algorithmes génératifs. On était capable de faire des images. C'était impressionnant pour l'époque. Et sont arrivés donc DALL-E, sont arrivés Stable Diffusion, sont arrivés Midjourney, qui sont des modèles qui sont basés sur les nerfs. Donc ça part de bruit. Comment? Pardon. Ce sont des nerfs.
qui sont des modèles qui basent à partir de bruit, qui vont essayer de diffuser de l'image au fur et à mesure à partir de ce bruit-là. Donc là, c'est pratique. Alors en jeu de rôle, j'utilise beaucoup. Donc comment est-ce que je faisais avant? C'est simple, je passais des heures sur des banques d'images, sur Pinterest, sur DeviantArt, pour trouver des images qui correspondaient à peu près au paysage que j'avais envie de décrire ou au personnage que j'avais envie de montrer aux joueurs. C'est toujours mieux d'avoir une image pour qu'ils se représentent qu'ils ont en face. Et donc ça prenait beaucoup de temps. On ne trouvait jamais exactement ce qu'on voulait non plus. Mais l'avantage, c'est que des fois, ça permettait d'être inspiré par ce qu'on trouvait. C'est-à-dire qu'on pouvait créer un scénario, créer un personnage à partir d'une image qu'on trouvait sympa. Là, avec l'IA, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire du tac au tac, comme ça, en 30 secondes, avoir une image qui correspond à peu près à ce qu'on a envie de décrire. Donc là, par exemple, imaginons donc là, un château, une sorte de colline au-dessus de la mer sur une île. Voilà, ça, c'est un bonhomme qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps parce qu'il avait un marteau qu'on voulait récupérer. Donc voilà, petite description rapide, tac, tac, tac. On envoie ça dans Midjourney et on a une image derrière qui passe. On imagine, on s'y croit. Autre chose qui était très très embêtant, dont j'en ai parlé juste avant un peu avec Dungeon Alchemist, c'est la partie construction de battle map. Alors les battle maps, c'est les cartes que vous avez au-dessus, au milieu de la table, quadrillées, sur lesquelles on pose nos petites figurines pour savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'il y a des gros méchants qu'on doit taper. En gros, c'est ça. Donc là, pareil, très rapidement, on peut lui demander, fais-moi une battle map 2D avec une rivière, un feu de camp et une forêt, quelques buissons. Hop, là. Alors ça là, c'est du premier coup. Je l'ai même pas. Le premier coup, j'avais quelque chose qui était très cohérent et qui était assez sympa. Donc là, gain de temps énorme, évidemment. Je l'ai dit, j'en ai un peu parlé des avantages déjà. Donc il y a effectivement deux gros problèmes avec tout ça. C'est que ça pose un problème au niveau des droits d'auteur, parce que forcément ça génère des images, les IA génératives, certainement déjà entendu parler un peu des polémiques qu'il y a là-dessus. Après là, en toute honnêteté, on parle de gens qui jouent tranquillement dans leur salon autour d'une table en mangeant des pizzas. Je pense que copyright et droits d'auteur, on peut peut-être s'en passer. Mais c'est plus problématique si on veut commencer à utiliser ça quand on fait des jeux de rôle. C'est-à-dire que si les personnes qui créent le jeu de rôle se mettent à utiliser ce genre d'image-là, ça fait polémique, ça a fait polémique, et ça fera probablement encore polémique. Donc là, il y a eu récemment le problème, donc c'est pas du jeu de rôle, c'est sur les cartes Magic avec Wizard of the Coast qui s'est fait épingler pour avoir utilisé des IVA à un moment donné de 3 endroits. Ça leur a pas fait très plaisir, on va dire, le retour de bâton. Donc là, on était sur la partie un petit peu préparation, on va dire, où tac au tac, j'ai besoin de quelque chose de très rapide. Il y a un autre problème dans le jeu de rôle, c'est qu'il faut faire vivre sa campagne, et pour la faire vivre, il faut l'apprendre. Il y a 3 écoles qu'on va faire jouer à un scénario de jeu de rôle. Soit on improvise complètement sur le tas, ça passe très bien de temps en temps, il y a des jeux de rôle, c'est fait sur ça. Soit on suit un scénario du commerce qui est écrit, déjà vécu, bien éprouvé. Soit on crée notre propre scénario éprouvé et pas vécu, pas encore. Et dans tous les cas, il faut l'apprendre. Une campagne du commerce, ça se ressemble à peu près à ça, deuxième placement de produit, dans celui-là vous ne le trouverez plus. Donc ça, c'est la campagne de l'appel de Cthulhu que j'ai fait jouer à un moment donné, qui s'appelle les 5 supplices. Où on part en Mandchourie et en Chine sur les traces de vieux sorciers tatoueurs de peau et de l'Empire des Ombres. Donc ça se présente comme ça, vous avez la livret de campagne. En gros, plus ou moins, vous avez un livret qui vous présente l'univers, à chaque fois c'est pareil. Un premier chapitre qui vous présente le contexte et l'ambiance. Et le reste, après, c'est les différents gros scénarios découpés en plus petits scénarios aussi. Le problème, c'est que c'est une histoire bien faite. Donc ce qui se passe dans le livret 1, ça a des impacts dans ce qui se passe dans le livret 6. Donc si vous voulez faire jouer le livret 1, vous devez apprendre le livret 6. Quand vous jouez le livret 1, vous devez connaître le livret 6. Parce que si vos joueurs y rencontrent un PNJ qui revient dans le livret 6 et qui dit quelque chose qui est en contradiction avec ce qui est écrit dans le livret 6, premier problème. Bon, les joueurs ne s'en souviendront pas, donc c'est pas grave. Mais quand même. Donc, avant de commencer à masteriser, il faut réviser, donc lire les livrets,
En général, c'est bien fait, mais ça a des limites. Donc, on fait des petites aides-mémoires, on commence à prendre tous les PNJ, on commence à créer les graphes entre tout le monde. Donc, toi, tu connais toi tu n'aimes pas toi. Bon. Après, toi, à tel moment, tu vas mourir. Dans la timeline, il se passe ça. Il faut que les joueurs ils soient là, parce que sinon, ça devient vite le gros bazar. J'avais pas de photo de mes petits schémas de l'époque, sinon je l'aurais bien mise, mais c'était incompréhensible. Quand on l'écrit, ça paraît compréhensible, mais pas quand on le relit derrière. Il faut s'imprégner de l'histoire, et ça fait énormément d'informations d'un coup. Bref, on révise. On révise encore. Avant chaque séance, on se dit, bon, les joueurs, ils vont aller à tel endroit, donc ils vont rencontrer tel PNJ, donc on révise précisément ce PNJ-là. Bon, lui, ok, j'avais mon mémoire, j'en parlais dans le livret 4, très bien, ok, c'est bon. C'est bon. Les joueurs, ils vont aller là, ils vont faire ça, ils vont lui parler, ils vont lui poser telle question parce qu'ils ont telles informations, ils vont le faire. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, pas du tout. Ils arrivent, le PNJ avec qui il devait parler, qui a les informations, il l'ignore complètement, ou alors il le tue directement. Voilà, super. Voilà, exactement, boule de feu, ça se trouve, il avait des infos, le garde. Il bouleverse complètement l'histoire, il pose des questions que vous n'aviez absolument pas prévues. Genre, mais ça dit, si on faisait ça, ça te paraît bien, je suis sûr que tu es content, non? Ce PNJ, ok, livret 4. J'arrive, livret 4. Oui? Non? Ça prend du temps, et on est pris au dépourvu, donc c'est ça qui est beau dans le JDR aussi. Mais quand on est sur une campagne où c'est pas de l'improvisation, comme les 5 supplices, où on est sur quelque chose où il faut présenter des informations parce que c'est une enquête, si vous êtes à côté de la plaque, vous avez donné une information fausse à vos joueurs. Vous avez complètement distordu la personnalité d'un PNJ. Chose qu'on veut éviter aussi. Bref, c'est galère. C'est galère parce qu'on n'a pas accès directement à une information qu'on aurait besoin pour répondre aux joueurs, ou on ne sait pas forcément comment le faire, dans l'immédiateté d'une partie. Encore une fois, c'est galère, mais c'est fun. Et là, normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous commencez à vous dire, oui, mais c'est pas qu'un problème que dans le JDR. C'est un problème qui est un peu partout, notamment en entreprise par exemple, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a de plus en plus de modèles qui s'intéressent à la question de comment est-ce que j'ai récupéré de l'information au bon moment pour les collaborateurs ou pour tout un tas de choses. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aimerait? Moi, qu'est-ce que j'aimerais en tant que MJ? C'est comment, où il y a une situation qu'un joueur me pose une question, je suis capable de dire, bon, toc, 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 trouve-moi toutes les informations sur ce PNJ, toc, j'ai tout, que pense ce PNJ de ça? Hop, il me donne à peu près une réponse, les références pour aller chercher rapidement. Ça serait top. Bonne nouvelle, c'est possible. Bon, ce qu'on pourrait faire carrément d'autre, c'est on met une IA qui écoute la partie en permanence et qu'au fur et à mesure nous met les informations sur un écran à côté, mais ça, peut-être plus tard. On se garde ça dans un coin. Iatique. Bon, ce qu'on veut, en gros, c'est pouvoir parler avec les livrets de campagne. C'est un peu pouvoir les interroger, demander ce qui se passe. Pas plus différent que d'avoir un PDF et demander à ChatGPT des questions dessus. Et ça tombe bien, c'est un peu sur quoi j'ai commencé à travailler depuis un certain temps ici à Entech, quand on a commencé à travailler sur les IA. Alors si vous allez voir en bas, juste avant l'entrée de la grande salle, vous avez une demoiselle sur un écran qui vous regarde, avec un joli logo Luxaio. Vous pouvez lui poser des questions sur Luxaio, sur qu'est-ce que c'est Luxaio, quelles sont les conférences et de quoi parlent les gens. Et c'est le même problème. On a de la connaissance, on a des informations, et on veut les récupérer rapidement, potentiellement aller récupérer plusieurs informations différentes et les regrouper en une seule. Là, c'est un peu ce qui se passe. Et pour faire ça, viennent les LLM. Donc j'en ai parlé juste avant avec Dungeon AI. On était déjà sur un petit modèle texte qui était texte GPT-2. Et aujourd'hui, ce qui fait fureur, c'est les IA génératives, les LLM, les grands modèles de langage. Et là où ça a été révolutionnaire, et où ça fait une vraie différence, c'est quand ces modèles-là, ils avaient des petits contextes qui étaient rapidement perdus et qui tournaient en rond, comme je disais, mais sur des modèles qui peuvent prendre des textes en entrée qui sont énormes, au point que maintenant on est capable de leur donner un PDF de 500 pages directement, voire des vidéos. Ils sont multimodaux. Et on peut leur demander de générer une suite à ce texte, donc à une question, généralement la réponse par exemple, reformule-moi quelque chose ou résume-moi un gros PDF en très peu de lignes. Quelques usages de ce qu'on peut en faire aujourd'hui, qui sont les plus utilisés, on va dire du résumé de texte, de l'extraction d'informations, de la concaténation d'informations, de la reformulation et de la rédaction à partir de consignes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reporter un texte, donc un bouquin de jeu de rôle, et récupérer toutes les informations qui concernent un PNJ et les mettre d'un coup.
On peut aller même encore un petit peu plus loin, on peut se rapprocher d'une forme de raisonnement, c'est-à-dire où on peut créer des chaînes d'action. On peut dire voici un contexte, voici un texte, voici un problème. Comment est-ce que tu t'y prendrais pour le résoudre? Donc là, elle va générer une suite d'actions que l'IA aimerait exécuter. On va lire ça, parser ça, exécuter ça, et après on va pouvoir réagir. On peut aussi la faire incarner une personnalité et y agir de manière cohérente par rapport à cette personnalité. Donc on pourrait même limite lui faire jouer le PNJ. Mais dans ce cas-là, je ne sers plus à rien, c'est un peu triste. Voilà. Mais on pourrait. Et c'est un peu ce qu'on peut faire, et c'est un peu ce qu'on fait sur un projet là qui arrive, où l'idée c'est, on lui donne une histoire à un personnage historique en l'occurrence. On lui dit, bah, tu es né là, tu es mort là, ça fait un peu bizarre de dire à quelqu'un qu'il est mort. Mais, tu as fait ça dans ta vie, tu es connu pour ça, voilà ce que tu penses sur certaines choses, et il va être capable de mener une conversation avec quelqu'un. C'est très probable qu'on arrive à un moment donné, peut-être dans même cette année, peut-être l'année prochaine, où on va voir des IA dans les jeux vidéo qui sont basés sur ces modèles textuels-là. C'est déjà arrivé, par exemple, il y a des gens qui ont modé certains jeux où, en fait, plutôt que d'avoir des PNJ qu'on parle et qui ont un texte au pif, c'est un PNJ où il nous dit bonjour, hop, c'est LLM qui a généré, on lui répond avec comme on veut, hop, et le PNJ répond derrière. Ça, probablement, ça va être de plus en plus aussi là-dessus. Mais pour qu'ils arrivent à créer des choses qui sont cohérentes, il faut qu'on leur donne l'accès à l'information. Donc il faut qu'ils aient dans leur contexte les connaissances pour pouvoir les récupérer. Donc soit ils ont tout le contexte d'un coup, PDF de 400 pages, c'est possible, sauf que la réponse, elle prend 30 minutes. Ou alors, on a quelque chose qui est assez connu, et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui nous à Intech, c'est ce qu'on appelle la RAG, ou la Retrieval Augmented Generation. Premier schéma d'architecture technique, hein. Le premier. Voilà à peu près comment ça va marcher. Vous avez la connaissance qui a été découpée, j'y viens juste après, et quand vous allez poser une question à votre IA, première étape, c'est que vous allez chercher dans cette base de connaissances les informations qui ont l'air d'être les plus pertinentes par rapport à la demande. Vous pouvez même faire tourner une IA au premier tour qui va dire bah, l'utilisateur il me pose telle question, il me parle de ça. Pour répondre, j'ai besoin d'aller chercher telle info, si tu as un truc qui parle de ça m'intéresse, et de ça. Il va les chercher, il les récupère, on redonne tout ça en contexte, et à partir de là, l'IA peut faire du coup le texte de réponse. Et donc ça permet d'aller chercher dans différentes formes d'informations, donc par exemple des bases de données de graphes, des index textuels, des bases de données par vecteur, d'appeler des services tiers avec des API par exemple, sous forme de plugins, tout ce genre de choses. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Juliette qui est en bas. C'est-à-dire que pour toute la connaissance de Luxe.io, on la prend, on la découpe, on la met dans une base, et par exemple quand vous posez une question, de quoi parle Samuel, bah, elle va aller regarder dans ses connaissances, est-ce qu'elle a une conférence qui est par Samuel? Oui, voilà les informations. Ou est-ce que j'ai une conférence qui parle d'IA, par exemple? Elle va prendre toutes les conférences qui parlent d'IA, elle prend dans le contexte et elle peut répondre. Si vous avez un texte, donc là on est sur de la donnée qui n'est pas structurée, donc là c'est un extrait d'une aide de jeu de Cthulhu et du Cthulhu aussi ça. Donc là c'est les descriptions, vous ne regardez pas, c'est un spoil, hein. Vous aurez oublié, c'est pas grave. C'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ce texte-là, et on va faire une première étape pour l'ingérer, donc on va le traiter, c'est-à-dire qu'on va aller le découper. Le découper, concrètement, c'est prendre des morceaux de texte, hop, cette petite case-là, hop, je prends, je la récupère, je la mets dans un coin, je fais ça avec tout le document, et donc quand on me parle de quelque chose, et que je vais chercher dans ma base de connaissances à partir de ces informations-là, je vais aller regarder dans les paragraphes tous ceux qui ont l'air de contenir soit les mots ou qui sont sémantiquement proches de ce que je demande. Je vais récupérer ça. Et donc là, dans le jeu de rôle, en général, c'est ce qu'on a. On a de la donnée qui n'est pas structurée. Sauf dans D&D, on a des tableaux partout. Mais sinon, c'est de la donnée qui est juste du texte, des descriptions, des aides de jeu, des images. Et l'avantage, c'est que c'est des modèles qui sont capables d'aller regarder des images et les décrire. C'est-à-dire qu'elle prend l'image, elle va la décrire, elle va reconnaître des choses dedans, elle peut les indexer tout de suite. Et à partir de là, une fois qu'on a fait ça, on peut faire plein de choses sur le PDF, sur le document. On peut lui demander de faire tout le travail qu'on faisait avant, les petites aides mémoire, il peut les faire. Alors donne-moi les relations entre les PNJ, il peut le faire. On peut lui demander de créer une sorte de résumer les principaux événements, de créer une frise chronologique, il peut le faire aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Reviens là, toi. Tout va bien.
j'ai eu peur. On peut lui demander de créer une frise chronologique. On peut lui demander trouve-moi le plan de telle salle. Hop. Bah, s'il la connaît, bah, il va aller la chercher parce qu'il l'a lu, il a pu la décrire. Dans certains cas de figure, on a des connaissances qui sont plus structurées. Typiquement, le travail de faire les relations entre les PNJ, en fait, on est en train de créer une base de données de graphes. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que là, on a plutôt intérêt à la stocker sous forme de base de graphes pour pouvoir l'interroger et faire ce qu'on ferait avec une base de graphes derrière de manière plus générale. Deuxième chose qui prend beaucoup de temps quand on est MJ, donc c'est un peu la deuxième option que je vous ai présentée, qui est de créer un univers de toutes pièces. Et les IA, bah, pour le coup, vu qu'elles sont capables de, c'est dans leur nom, génératives, elles peuvent nous aider à générer des textes, des images. Donc les images, j'en ai parlé, mais là, les textes aussi. Donc on va dire on a deux manières de faire pareil quand on crée un peu une campagne. Soit on est extrêmement précis et très minutieux et on fait tout dans notre coin, on imagine tout en partant de la base et on se perd dans les détails très très vite. Soit on a une approche qui est un peu plus, on survole au-dessus, on crée des choses un petit peu partout, et là on est en train de construire un peu une connaissance comme Wikipédia en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on crée des articles, puis là on dit « ah je vais parler de ça, puis de ça, puis de ça ». Et donc il y a des outils qui existent, qui permettent de structurer un petit peu ça. Donc, là on en prend des notes au fur et à mesure, et qui va nous aider justement qui va nous aider à aller récupérer les informations qu'on est en train de parler. Par exemple, si j'ai cité quelque chose et que je cite le même lieu plus loin, ben, il va créer une page en lien, par exemple. Donc là, il y a des outils qui le font très bien. C'est un peu comme Wikipédia, encore une fois. Et donc les outils maintenant qui existent avec des LLM, qui justement vont dire, bah, tu as parlé de tel lieu, bah, ici tu l'as décrit comme ça, là tu l'as décrit un peu plus ça, donc je vais tout récupérer et je vais essayer de te générer un texte à partir de ça qui paraît cohérent. Et après, nous, on peut repasser dessus et le retravailler. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, c'est qu'elle peut nous proposer des inspirations. C'est qu'on peut très bien dire, bah, là, génère-moi une planète, vaguement, on est dans la SF, génère-moi une planète qui est à peu près comme ça, qui sert à ça, qui est connectée à tels endroits, génère-moi ça. Hop, elle nous fait une proposition de planète, après on la retravaille, ce genre de choses. Donc là, il y a pas mal d'outils qui existent et qui font ça, justement. Je profite maintenant, il faut que je passe parce que sinon, j'arriverai pas sur la fin. Au niveau des IA, ça pose un tas de questionnements quand même, qui sont, bah, au final, quelle est la place du jeu de rôle dans un univers où on va de plus en plus dans le jeu vidéo, où bah, on a Dungeon IA qui fait ça, on crée des univers qui sont de plus en plus immersifs, où les gens peuvent vivre des histoires aussi, voir où ils peuvent les créer entre eux, où l'univers réagit. Et la question, c'est comment est-ce que nous... Enfin, la question, non, c'est pas vraiment une question. C'est plutôt de se poser où va le jeu de rôle dans tout ça, dans un monde où les artistes qui font les images bah, se font un peu mettre à l'écart, alors que maintenant on peut les générer avec des IA. Que même les artistes qui écrivent, donc les écrivains qui rédigent les scénarios, bah, ils ont des IA qui commencent à le faire à leur place. Et donc pas mal de studios de jeux de rôle ferment, pour différentes raisons, mais notamment parce que bah, ils sont de moins en moins rentables. Et parce que ceux qui refusent d'utiliser, on va dire, tout ce qui est un peu les IA, ont du mal à être concurrents par rapport à ceux, être compétitifs par rapport à ceux qui l'utilisent sans vergogne. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné où on devra faire attention à ce qu'on achète, même nous en tant que joueur de jeu de rôle, pour dire bah là on sait qu'il y a des IA dedans, donc bah, peut-être qu'on va dire non, peut-être qu'on va vouloir volontairement boycotter ou ce genre de choses. Et après, il y a le deuxième gros problème, c'est que si jamais on se retrouve avec une IA qui est capable de dire « je fais vivre des humains dans mon univers parce que je suis le MJ », à un moment donné, qu'est-ce qui l'empêche de faire la même chose dans la vraie vie, quoi. Dire que la vraie vie, c'est un jeu de rôle et puis on est tous ces joueurs et on verra ce qui se passe. Terminator ? Je vous laisse réfléchir sur ça. Petite note négative, c'est pas trop mal philosophique. Je vous remercie.